Un vent d'automne mordant balayait le centre-ville de Lyon, une rafale glaciale qui faisait crisser les feuilles mortes sur l'asphalte usé. Chloé Dubois, du haut de ses 7 ans, avançait à une allure mesurée sur son antique bicyclette rose, piquée de rouille, le long de la rue des Saules. Son petit panier en rotin contenait des crêpes amoureusement préparées, chacune protégée par un film plastique et ornée d'une étiquette écrite à la main, « Doux espoir de Chloé ». 2 €. Ses mèches blondes dansaient autour de son visage au rythme de la sonnette qu'elle actionnait avec une énergie contenue. Crêpes du jour, crêpes faites maison. Sa voix, bien que menue, portait une résolution inébranlable, ignorant les silhouettes pressées qui l'effleuraient sans un regard. Elle avait cessé de s'en offusquer. Cela faisait 8 mois que Chloé tenait ce petit commerce, depuis que la maladie avait cloué maman au lit. Ses poumons, avaient dit les docteurs. Il lui fallait des remèdes hors de leur portée. C'est pourquoi chaque après-midi, après la classe, Chloé utilisait leur dernière provision de farine et de sucre pour confectionner des crêpes qu'elle allait vendre. Les jours fastes, la recette suffisait pour les médicaments de maman. D'autres jours, non. Aujourd'hui avait été un jour sans. 3 crêpes seulement avaient trouvé preneur, alors que le ciel s'embrasait déjà des couleurs du crépuscule. Le ventre de Chloé criait famine, un appel qu'elle s'habituait à étouffer. C'est à cet instant qu'elle l'aperçut. Un jeune garçon, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, était recroquevillé contre la façade en briques de la quincaillerie Martin. Il portait un pull en cachemire bleu marine très cher, mais n'avait pas de manteau. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, son visage maculé de larmes séchées, et son petit corps était secoué de tremblements incontrôlables sous l'assaut du vent du soir. Chloé freina net. Elle observa, impuissante, le flot continu de passants qui ignoraient l'enfant en détresse. Un cadre dynamique en costume lui jeta un regard fugace avant de poursuivre sa route. Une dame chargée de sacs de provisions hâta le pas. Un adolescent, casque sur les oreilles, passa sans même le voir. Mais Chloé, elle, l'avait vu. Avec précaution, elle adossa son vélo au mur et s'avança vers le garçonnet avec la douceur que sa mère lui avait enseignée pour approcher les créatures craintives. « Bonjour », murmura-t-elle en s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tout va bien ?» Le garçon leva sur elle de grands yeux verts où se lisait une peur panique. Ses lèvres prenaient une teinte bleutée. « J'ai perdu mon papa », sa voix n'était qu'un souffle fragile. Il s'est mis à crier, « J'ai eu peur, alors j'ai couru. Et maintenant, je suis perdu. » Le cœur de Chloé se serra. Sans une seconde d'hésitation, elle ouvrit sa fine veste violette, son unique protection contre le froid, et en couvrit les frêles épaules du garçon. La bise glaciale s'infiltra aussitôt à travers son pull élimé, mais peu lui importait. « Ne t'en fais pas, » dit-elle en ajustant la veste sur lui. « Comment tu t'appelles ?»« Léo », répondit-il dans un souffle. « Je m'appelle Chloé. »« On va retrouver ton papa, Léo, ne t'inquiète pas. » Elle lui tendit la main. « Tu arrives à te mettre debout ?» Léo acquiesça et agrippa sa main. Chloé l'installa délicatement sur le guidon de son vélo, le calant du mieux qu'elle pouvait. « Accroche-toi bien fort, d'accord ? Je vais t'emmener au chaud. » Tandis qu'elle reprenait sa route dans les rues de plus en plus sombres, Chloé ignorait tout du drame qui se jouait à quelques rues de là. Elle ignorait qu'un homme, fou d'angoisse, inspectait chaque recoin de la ville, après avoir abandonné sa berline de luxe, portière béante, hurlant dans son téléphone à un opérateur de la police. Elle ignorait que le petit garçon grelottant devant elle était Léo Moreau, l'unique héritier de Nicolas Leroy, le titan de l'immobilier dont le portrait s'étalait régulièrement en une des magazines économiques. Elle ignorait que, 40 minutes plus tard, en arrivant au centre communal d'action sociale et en portant Léo à l'intérieur, elle verrait un père éperdu faire irruption, le souffle court, et découvrir son fils sain et sauf, blotti dans les bras d'une petite fille démunie, sans veste pour se protéger du froid. Pour Chloé, une seule chose comptait, un enfant avait besoin d'aide. Et à la différence de tous les autres, elle avait répondu à l'appel. Nicolas Leroy n'avait jamais ressenti une telle frayeur. Il avait bravé des réunions de conseil houleuses, affronté des concurrents sans scrupules, et même reçu des menaces de mort, mais rien n'égalait l'effroi pur de ne plus savoir où était son fils. L'altercation avec Valérie, la sœur de sa défunte épouse, avait été d'une violence inouïe. Elle avait débarqué dans son appartement de grand standing pour réclamer la garde de Léo, l'accusant d'être un père absent, plus préoccupé par ses affaires que par son propre sang. La réplique de Nicolas avait été cinglante, une explosion de colère qu'il avait aussitôt regrettée.
Absorbés par leur querelle, ils n'avaient pas vu le petit Léo, 5 ans, s'éclipser. 45 minutes s'étaient écoulées avant que Nicolas ne constate sa disparition. 45 minutes dans une métropole hostile. 45 minutes alors que la nuit et le froid tombaient sur la ville. Faites qu'il aille bien, priait Nicolas en arpentant les rues de Lyon, le bruit de ses souliers de luxe résonnant sur le bitume. Son service de sécurité quadrillait déjà le nord de la ville. Les forces de l'ordre étaient alertées. Mais il ne pouvait se résoudre à attendre, passif, dans une voiture, à passer des appels. Pas tant que son fils était quelque part, seul et terrifié. Il entra en trombe dans le centre communal d'action sociale à 19h43. Le cœur au bord des lèvres, sa chemise collant à sa peau malgré la fraîcheur ambiante. Le hall d'accueil, modeste, était baigné d'une lumière tamisée et imprégné d'une odeur de café tiède et de vieux papier. Et il était là. Assis sur un sofa élimé, près d'un radiateur en fonte, c'était Léo. Son fils. Enveloppé dans une veste violette trop grande, le visage encore humide de larmes, mais ses joues avaient retrouvé leur couleur. À ses côtés, une petite fille blonde, les pieds nus, frissonnait dans un simple tricot, lui tenant la main et lui narrant l'épopée d'un vaillant chevalier. « Papa !» Le cri de Léo déchira le silence. Il bondit du sofa et se jeta dans les bras de Nicolas, qui s'était agenouillé pour le recevoir. « Oh, mon Dieu ! Merci, mon Dieu !» La voix de Nicolas était brisée par l'émotion tandis qu'il étreignait son fils, les larmes brouillant sa vue. « J'ai cru t'avoir perdu. Pardon, mon champion. Je suis tellement désolé. » Chloé s'était levée, se frottant les bras pour se réchauffer. Elle observait la scène avec un sourire teinté de mélancolie. Elle avait compris. L'homme élégant était le père de Léo. Sa part était faite. Elle fit un pas pour s'éclipser, mais la voix de Nicolas la retint. « Attendez. » Tenant toujours Léo, il la dévisagea avec une telle intensité qu'elle s'immobilisa. « Vous avez sauvé mon fils. » Chloé fit non de la tête. « Je n'ai rien fait. » Il grelottait. N'importe qui aurait fait la même chose. La mâchoire de Nicolas se contracta. Plus tard, il visionnerait les bandes de la caméra de surveillance de la quincaillerie. Il verrait des dizaines de personnes. Des dizaines, passer à côté de son fils en pleurs. Mais cet enfant, cette petite fille aux pieds nus, tremblante de froid, s'était arrêtée. « Quel est ton nom ?» demanda Nicolas d'une voix adoucie. « Chloé Dubois, monsieur. »« Et tes parents, Chloé, où sont-ils » À cette question, le regard de Chloé s'ancra au sol. « Maman est à la maison. Elle est malade. »« Et ton père ?» Parti quand j'avais 4 ans, répondit Chloé dans un souffle à peine audible. On n'est plus que toutes les deux. Nicolas l'observa, la détailla vraiment. Des vêtements simples, mais propres. Des cheveux en bataille. Et ses pieds, nus et sales, parce qu'elle avait offert ses chaussettes à Léo pour le réchauffer. Et cette veste violette que Léo portait encore. Son seul manteau, à l'évidence. Une brèche s'ouvrit dans la cuirasse de Nicolas. Une porte qu'il tenait fermée à double tour depuis le décès de sa femme, 3 ans plus tôt. « Chloé » reprit-il à voix basse, s'agenouillant face à elle. « Merci. Tu as un cœur immense. Il faut que tu le saches. Ton geste, ce soir, a une importance capitale. Bien plus que tu ne peux l'imaginer. » Chloé acquiesça, des larmes qu'elle ne s'expliquait pas perlant au coin de ses yeux. Nicolas sortit son portefeuille et en extirpa une liasse de billets. 500 €. Tiens, c'est pour ta mère et toi. Chloé fixa l'argent, médusée. Monsieur, je. Non, je ne peux pas. Si, tu peux. Et tu vas accepter. Le ton de Nicolas était sans appel, mais empreint de douceur. Et je veux faire plus. Où habitez-vous ? 2 jours plus tard, Chloé attendait devant son immeuble, un petit sac à dos sur les épaules, le cœur battant la chamade. Sa mère avait été très hésitante quand la voiture de luxe était venue leur remettre une invitation. Monsieur Leroy tenait à remercier Chloé en bonne et due forme et l'invitait à passer l'après-midi chez eux. « Je ne sais pas, ma puce » avait soupiré sa mère, le visage creusé par l'inquiétude. Les gens riches. Ils ne sont pas comme nous. Mais les 500 € avaient couvert 2 mois de traitement pour sa mère, et Monique Dupont,
la gouvernante de M. Le roi qui avait apporté l'invitation, avait assuré que Chloé ne risquait rien. Et maintenant, alors que la voiture noire illustrée s'engageait dans l'allée d'un grand domaine en Provence, qui semblait tout droit sorti d'un livre d'images, Chloé se sentit minuscule. La bâtisse était gigantesque, avec ses colonnes blanches, ses jardins manucurés et ses fenêtres qui renvoyaient les éclats du soleil. Léo jaillit de la maison avant même l'arrêt du véhicule. « Chloé! Tu es là !» Il l'entraîna par la main vers le perron. « Viens voir mes jouets, ma chambre. On a une piscine, et une bibliothèque, et... » « Calme-toi, champion. » Nicolas était apparu sur le seuil, un sourire éclairant son visage habituellement austère. « Laisse-la arriver. » Chloé n'avait jamais vu un tel déploiement de luxe. Le marbre du sol était si poli qu'il lui renvoyait son propre reflet. Au plafond, un lustre scintillait de mille feux. Une odeur de cire et de parfum d'ambiance flottait dans l'air. « Tu as faim, Chloé ?» s'enquit Nicolas. « Monique nous a fait à déjeuner. » Le déjeuner se composait de croque-monsieur et de soupe à la tomate. Un repas simple, mais préparé avec des produits que Chloé découvrait. Du pain de mie artisanal, du vrai beurre, une soupe qui n'avait jamais vu de conserve. Elle mangea avec application, dégustant chaque bouchée, tandis que Léo, à côté d'elle, ne cessait de jacasser. Après le repas, Nicolas lui fit visiter son bureau. Des étagères couraient sur tous les murs, chargées de centaines de livres. « La lecture te plaît ?» demanda-t-il. Chloé opina vivement. « J'adore ça. Mais la bibliothèque municipale est loin, et maman ne peut plus faire le trajet. » Nicolas choisit un livre, une splendide édition illustrée du « Jardin secret ». C'était le livre préféré de ma femme. Je voudrais te l'offrir. Les yeux de Chloé s'arrondirent. Oh non, monsieur, je ne peux pas. Je t'en prie. Christine aurait voulu qu'il soit entre les mains de quelqu'un qui l'apprécierait autant qu'elle. La voix de Nicolas se voila d'émotion en évoquant le nom de sa défunte épouse. Elle croyait en la bonté. Elle aurait été très touchée par ton geste envers Léo. Le reste de l'après-midi, Nicolas observa Chloé et Léo jouer. Léo, qui depuis la mort de sa mère s'était muré dans le silence, riait aux éclats. Et cette petite fille, avec son cœur en or, semblait ramener la joie dans sa grande maison vide. Une idée germa dans l'esprit de Nicolas. Une idée un peu folle. Mais peut-être. Peut-être était-ce la solution pour ses deux enfants. Le soir venu, Nicolas reconduisit personnellement Chloé. En arrivant devant l'immeuble délabré d'un quartier populaire de Lyon, le choc fut brutal. Façade lépreuse, vitres cassées, une transaction suspecte dans la ruelle adjacente. Chloé surprit son regard. « Ce n'est pas si terrible, dit-elle à voix basse. On s'en arrange. » Nicolas l'accompagna jusqu'à son palier. Quand la porte s'ouvrit sur sa mère, une femme amaigrie d'une trentaine d'années qui en paraissait le double, il reconnut dans son regard la même lueur de bienveillance que chez sa fille. « Madame Dubois, pourrais-je vous dire un mot ?» La proposition que Nicolas fit sur le pas de cette porte allait bouleverser leur existence. En regagnant son domaine cette nuit-là, il était convaincu de prendre la bonne décision. Il lui fallait maintenant persuader une femme orgueilleuse d'accepter son aide. Et il commençait à comprendre que ce serait plus ardu que de négocier le plus gros de ses contrats. Sandrine Dubois ne pouvait retenir ses quintes de tout. Chaque inspiration était une lutte, chaque nuit une nouvelle bataille contre le mal qui la dévorait. Mais elle était une combattante. Elle l'avait toujours été. Contre la misère, contre la violence de son ex-mari, contre l'administration qui menaçait de lui retirer Chloé à chaque loyer impayé. Pas question de baisser les bras maintenant. Pourtant, la proposition de Nicolas Leroy la laissait tremblante. Que les choses soient claires, Madame Dubois, avait dit Nicolas, assis sur le canapé usé de son minuscule salon. Ce n'est pas de la charité. C'est un partenariat. Le regard de Sandrine s'était durci. Il n'y a pas de partenariat possible entre un milliardaire et une femme dans ma situation, Monsieur Leroy. Laissez-moi m'expliquer. Nicolas s'était penché vers elle. Léo n'a pas eu un vrai sourire depuis la mort de sa mère, il y a 3 ans. Je suis trop souvent absent. J'ai engagé des gouvernantes, des précepteurs. Personne n'a réussi à ranimer la flamme dans ses yeux. Personne ne l'a apaisée. Sauf Chloé.
Sandrine avait jeté un regard vers la chambre où sa fille dormait, enfin sereine. Votre fille possède une qualité rare, avait poursuivi Nicolas. Une compassion sincère. Elle a vu mon fils là où des dizaines d'autres n'ont rien vu. Elle lui a donné son manteau alors qu'elle n'avait rien. On ne peut ni acheter ni enseigner une telle noblesse de caractère. Où voulez-vous en venir, précisément? La voix de Sandrine était méfiante. Venez vivre sur mon domaine. Il y a un gîte indépendant sur la propriété. 3 chambres, tout équipé. Vous seriez chez vous. Je prends en charge tous vos frais médicaux. Je vous obtiendrai les meilleurs soins. En échange, Chloé et Léo grandiraient côte à côte. Elle serait son amie, sa confidente. Elle fréquenterait la même école privée, bénéficierait des mêmes chances. Le rire de Sandrine fut teinté d'amertume. Vous me demandez de faire de ma fille la dame de compagnie de votre fils? Non. Le ton de Nicolas était catégorique. Je veux offrir à 2 enfants qui se sont trouvé la chance de devenir amis. Je veux aider une femme qui se consume pour survivre. Je veux honorer la mémoire de mon épouse en faisant ce qu'elle aurait fait sans hésiter. Christine aidait son prochain, Madame Dubois. Elle aurait adoré Chloé. Et lorsque vous vous lasserez de jouer les bienfaiteurs, que deviendrons-nous? Nicolas avait sorti un document. Ce contrat vous assure un logement pour les 20 prochaines années, des soins à vie, et un fonds d'études pour Chloé. C'est un acte notarié. Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez, mais mon soutien financier perdurera. Sandrine avait contemplé le document, les larmes aux yeux. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Parce qu'il y a 3 jours, mon fils a failli mourir, et une petite fille aux pieds nus l'a sauvé. C'est une dette que l'argent ne peut rembourser, Madame Dubois. Mais je peux faire en sorte qu'elle n'ait plus jamais à choisir entre manger et avoir des chaussures. Je peux faire en sorte que vous la voyiez grandir. Une nouvelle quinte de toux, plus violente encore, avait secoué Sandrine. Une trace de sang avait maculé le mouchoir qu'elle portait à ses lèvres. Quand elle eut repris son souffle, elle avait regardé Nicolas d'un œil las. Il faut que je réfléchisse. Naturellement. Prenez votre temps. Nicolas s'était levé. Mais, Madame Dubois, cette toux ne fait qu'empirer. Les spécialistes que j'ai contactés vous donnent 6 mois sans un traitement de choc. Avec, vous pourriez gagner des années. Ne laissez pas votre fierté priver Chloé de sa mère. Après son départ, Sandrine était restée longtemps dans la pénombre, à écouter le souffle régulier de sa fille. Chloé était rentrée de son après-midi tout excitée, parlant de livres, de jardin, et d'un nouvel ami. Depuis quand n'avait-elle pas vu un tel éclat de joie dans ses yeux? La décision de Sandrine était prise. Elle accepterait. Pas pour elle. Pour Chloé. Sa fille méritait mieux que cette vie de privation. Elle méritait cette main tendue par Nicolas Leroy. Mais en apposant sa signature sur les documents 2 jours plus tard, une angoisse la tenaillait, dans ce nouvel univers de luxe et d'opulence, sa douce Chloé ne risquait-elle pas de perdre cette précieuse gentillesse qui avait sauvé un petit garçon? Le déménagement eut lieu un samedi d'octobre ensoleillé. Debout dans sa nouvelle chambre du gîte, Chloé n'en croyait pas ses yeux. La pièce était plus vaste que tout leur ancien logement. Un vrai lit avec une couette douillette, des étagères qui n'attendaient que ses livres, et des fenêtres qui donnaient sur un parc à perte de vue. Alors, ça te plaît? Léo, à côté d'elle, trépignait d'impatience, ses yeux verts pétillants. Ma chambre est dans la grande maison, mais on va pouvoir jouer ensemble tout le temps. Et Monique fait des crêpes délicieuses, et il y a une balançoire, et... Léo, respire. Nicolas, qui avait pris sa journée pour les aider, riait depuis l'embrasure de la porte. Laisse à Chloé le temps de s'installer. Mais Chloé arborait déjà le plus large sourire que Nicolas lui ait jamais vu. C'est merveilleux, souffla-t-elle. Merci, monsieur le roi. Appelle-moi Nicolas. Vous faites partie de la famille, maintenant. Ces mots flottèrent dans la maison comme une douce promesse. Les semaines qui suivirent virent les 2 enfants devenir inséparables. La douceur de Chloé tempérait l'énergie débordante de Léo. Ils étudiaient ensemble, exploraient le domaine, construisaient des cabanes de couverture dans l'immense bibliothèque. L'état de santé de Sandrine s'améliora de façon spectaculaire. Les spécialistes recommandés par Nicolas mirent en place un nouveau protocole de soins. Le gîte disposait de tout le confort nécessaire.
Pour la première fois depuis une éternité, elle ne luttait plus. Elle vivait. Mais tout n'était pas idyllique. Dans sa nouvelle école, la très sélecte Académie Saint-Louis, Chloé ressentit le poids de sa différence. Les autres élèves arboraient des vêtements de créateurs, évoquaient leur séjour au ski à Courchevel et leur villa sur la Côte d'Azur. Ils dévisageaient ses robes modestes et ses chaussures de seconde main avec un mépris à peine dissimulé. « C'est qui, elle » lança une certaine Camille Durand à voix haute pendant le déjeuner. « Qu'est-ce qu'elle fait à la table de Léo Moreau ?»« Il paraît qu'elle est pauvre, » répliqua une autre. « Jean, la misère. » M. Le roi la recueillit par charité. Les joues de Chloé s'empourprèrent, mais elle se concentra sur son sandwich. Léo, dans son monde, continuait de parler de leur exposé de science. Mais Camille était tenace. Un jour, après les cours, elle l'intercepta près des casiers. « Tu sais que tu n'es pas à ta place ici ? Ce monde n'est pas le tien. Tu joues à un rôle qui n'est pas le tien. » Chloé serra les poings, mais les paroles de sa mère lui revinrent, « Ne laisse pas leur méchanceté te rendre méchante, mon trésor. » « Je sais que je suis différente, » répondit Chloé calmement. « Mais je suis ici parce que Léo est mon ami. C'est la seule chose qui compte. » Camille eut un rire sarcastique. « Son ami ? Tu appelles ça comme ça ? Tu es son œuvre de bienfaisance. Tout le monde le sait. » Cette nuit-là, Chloé sanglota dans son oreiller. Sa chambre de princesse lui parut soudain une prison dorée. Elle avait troqué ses anciennes difficultés pour de nouvelles. Avant, au moins, elle savait qui elle était. Nicolas la trouva le lendemain soir sur la balançoire du jardin, le visage encore marqué par les larmes. Il s'assit près d'elle. « Monique m'a raconté ce qui s'est passé à l'école. » Chloé s'essuya les yeux. « Ça va. »« Non, ça ne va pas. Et c'est normal. » Il marqua une pause. « Tu sais, quand j'étais jeune, ma famille était pauvre. Mon père était homme de ménage. J'ai obtenu une bourse pour une école privée, et les autres élèves me le faisaient sentir tous les jours. » Chloé le regarda, stupéfaite. « Vraiment ? Vraiment. Les insultes, l'exclusion. C'était mon quotidien. Mais j'ai appris une chose, ceux qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir grands sont souvent bien petits eux-mêmes. Les vrais amis, ceux qui comptent, se fichent de tes origines. Ils s'intéressent à la personne que tu es. Camille dit que je suis le cas de charité de Léo. Et toi, qu'en penses-tu ? Chloé réfléchit. Non. Léo est mon ami. Mon meilleur ami. Voilà. Et l'amitié véritable n'a que faire de l'argent ou du statut social. C'est être capable de voir l'autre quand il en a le plus besoin. Comme tu as vu Léo ce soir-là. Nicolas lui pressa l'épaule. Tu n'es pas un cas de charité, Chloé. Tu es la fille qui a redonné le sourire à mon fils. Et ça fait de toi ma famille. L'hiver venu, Chloé trouva peu à peu ses marques. Tous les élèves de l'Académie Saint-Louis n'étaient pas comme Camille. Certains surent voir au-delà des apparences. Et avec le soutien indéfectible de Léo, qui la défendait bec et ongles, Chloé apprit à ne plus baisser la tête. Sans jamais oublier d'où elle venait, ni cesser de remarquer ce que le reste du monde ignorait. 2 années s'écoulèrent. Chloé avait 9 ans, Léo 7. Ils avaient grandi l'un près de l'autre, devenant frères et sœurs de cœur. La santé de Sandrine était stable, même si la maladie restait une menace latente. Un après-midi de printemps, Nicolas les observait de son bureau. Chloé lisait une histoire à Léo sous le grand chêne. Un sentiment de plénitude, qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, l'envahit. La voix de Valérie, dans son dos, le tira de sa rêverie. Toujours en train de jouer à la famille idéale, Nicolas ? Il se retourna. Sa belle-sœur se tenait sur le seuil, le regard glacial. Elle s'était faite discrète ces 2 dernières années, ne lui pardonnant pas d'avoir perdu la bataille pour la garde de Léo. Ses rares appels se terminaient toujours par la même accusation, il bafouait la mémoire de Christine en la remplaçant par une inconnue. « Valérie, je ne t'attendais pas. J'ai le droit de voir mon neveu, je suppose ?» Son ton était acéré. « À moins que cette petite intruse n'ait définitivement pris la place de notre famille. Ne l'appelle pas comme ça. Et pourquoi pas ? C'est la vérité.
Un cas social que tu gardes sous ton toit pour te donner bonne conscience. Valérie s'approcha. Tu crois que je suis dupe? Tu essaies de remplacer Christine. De te construire une famille de substitution parce que tu as été incapable de sauver ta propre femme. La mâchoire de Nicolas se contracta. Christine n'a rien à voir là-dedans. Tout ce que tu fais a à voir avec Christine. Elle est morte, Nicolas. Et ce n'est pas en jouant les sauveurs d'orphelines que tu la ramèneras. Ça suffit. La voix de Nicolas était blanche. Chloé n'est le substitut de personne. C'est une enfant exceptionnelle qui mérite tout ce que je peux lui offrir. Elle te manipule. Sa mère te manipule. Ouvre les yeux. Ce que je vois, répliqua Nicolas d'un ton dangereusement calme, c'est une femme aigrie qui ne supporte pas de voir son neveu heureux. Léo adore Chloé. Elle lui fait du bien. Si tu ne peux pas l'accepter, tes visites devront cesser. Valérie rougit de colère. Tu le regretteras, Nicolas. Crois-moi. Cette fille te brisera. Les gens de son espèce finissent toujours par le faire. Elle tourna les talons, laissant derrière elle un sillage de parfum entêtant. Nicolas la regarda partir, un étrange pressentiment au cœur. Il était loin d'imaginer à quel point elle avait raison, mais pas pour les raisons qu'elle croyait. Le soir, en bordant Léo, celui-ci lui demanda, « Papa, pourquoi Tati Valérie n'aime pas Chloé ?» Nicolas soupira. « Elle ne la déteste pas, mon grand. Elle est triste, c'est tout. Et quand on est triste, on dit parfois des choses méchantes. Moi, j'aime Chloé, affirma Léo. C'est ma meilleure amie pour la vie. Pour la vie, confirma Nicolas en l'embrassant sur le front. Pendant ce temps, dans le gîte, Sandrine Dubois tenait une lettre non décachetée, les mains moites. L'en-tête indiquait les services de l'aide sociale à l'enfance. Après des années de démarches, elle avait enfin une réponse. La lettre confirmait ce qu'elle pressentait. Le père biologique de Chloé, l'homme qui les avait quittés, était décédé 3 ans plus tôt. Il n'avait aucune autre famille connue. Personne ne viendrait jamais réclamer Chloé. Elle était sienne, et sienne pour toujours. Mais la lettre contenait un autre détail. Un détail sur le père de Chloé que Sandrine avait toujours tu. Un secret qui, s'il était révélé, pourrait anéantir le fragile bonheur que Nicolas leur avait offert. Cette nuit-là, Sandrine jeta la lettre au feu. Elle regarda les flammes dévorer les mots, les transformer en cendres. Certaines vérités, se dit-elle, devaient rester enterrées. Mais les secrets ont la vie dure, et celui-ci allait refaire surface au moment le plus inopportun. 5 ans plus tard. À 14 ans, Chloé n'était plus la petite fille aux pieds nus. C'était une jeune fille à la beauté sereine, au regard bienveillant et aux cheveux blonds ondulés. Plus important, elle était devenue une personne forte, qui avait puisé dans son passé la force d'être compatissante plutôt qu'amère. Léo, 12 ans, était son ombre, son confident, son petit frère protecteur. La douceur de Chloé et l'impétuosité de Léo formaient un équilibre parfait. Nicolas les observait avec fierté depuis son bureau. Son empire immobilier n'avait cessé de croître, mais ses 2 enfants restaient son bien le plus précieux. Surtout Chloé, la fille qu'il n'avait jamais eue. Mais l'adolescence charriait son lot de nouvelles questions. « Papa, je peux te parler ?» Chloé se présenta un soir à la porte de son bureau, l'air anxieux. Nicolas quitta son ordinateur des yeux. « Bien sûr. Dis-moi tout. » Chloé prit place, triturant ses doigts. « C'est pour mes études. J'ai vu des formations formidables à Boston et à New York, mais c'est si loin, et je ne sais pas si. » N'en dis pas plus. Le ton de Nicolas était à la fois ferme et affectueux. « Chloé, tu iras où tu le souhaites. L'argent n'est pas un obstacle. La distance non plus. Ce qui compte, c'est ton épanouissement. Mais maman, et Léo, et toi. Ta mère veut que tu réalises tes rêves. Moi aussi. Quant à Léo, il s'en remettra. Tu lui manqueras, c'est certain, mais il s'en remettra. » Nicolas sourit. « Tu as passé 9 ans à penser aux autres. Il est temps de penser un peu à toi. » Les yeux de Chloé s'embuèrent. « Je ne sais pas faire. » Alors il est temps que tu apprennes. Mais apprendre à se prioriser se révéla plus ardu que prévu. Cette même semaine, Sandrine fit un malaise dans le jardin.
la maladie avait continué son travail de sape en silence. En dépit des traitements, elle fut hospitalisée d'urgence. Le regard des médecins en disait long. 6 mois, annonça l'oncologue. 1 an, peut-être, avec un traitement lourd. Je suis désolé. Assise au chevet de sa mère, Chloé lui tenait la main. Je ne bouge pas, maman. Je resterai ici. J'annulerai mon inscription à l'université. Non. La voix de Sandrine était un souffle, mais un souffle de feu. Sûrement pas. Je n'ai pas accepté l'aide de Nicolas pour que tu sacrifies ton avenir à t'occuper d'une mourante. Tu ne vas pas mourir. Tu vas te battre. Le sourire de Sandrine était empreint de tristesse. Ma chérie, cela fait 14 ans que je me bats. Je suis lasse. Mais je ne suis pas triste. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai vu grandir. Devenir cette jeune femme magnifique, brillante et bonne. C'est bien plus que ce que j'osais espérer. Maman, écoute-moi. Sandrine lui serra la main avec une force inattendue. Il faut que je te parle de ton père. De ce qu'il était vraiment. Mais une quinte de toux la prit à la gorge, violente, sanglante. Les infirmières se précipitèrent. Chloé fut mise à l'écart, au milieu du balai des machines et des alarmes stridentes. Le secret que Sandrine s'apprêtait à livrer resta prisonnier de son souffle court. Quand, des heures plus tard, l'état de Sandrine se stabilisa, elle était plongée dans un sommeil artificiel. Le moment était passé. Assise dans le couloir de l'hôpital, la tête entre les mains, Chloé fut rejointe par Léo. Il s'assit près d'elle, en silence. Il lui prit la main et la serra, comme elle l'avait fait pour lui 9 ans plus tôt. Elle va s'en sortir, murmura-t-il. Obligé. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était qu'un vœu pieux. Et à cet instant, dans cet univers aseptisé, Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Depuis le parking de l'hôpital, Valérie Mercier était au téléphone. Oui, la mère est condamnée. C'est le moment. Fouillez leur passé. Il y a forcément quelque chose. N'importe quoi. Son détective privé marqua une hésitation. Madame Mercier, vous êtes sûre? Cette jeune fille n'a rien fait. C'est une enfant. C'est un parasite. Elle et sa mère se sont agrippées à ma famille et ne la lâcheront pas. Mon neveu mérite une autre vie. Faites votre travail, ou je trouverai quelqu'un d'autre. Valérie raccrocha. Elle avait été patiente. Elle avait attendu que Nicolas revienne à la raison. Mais après 9 ans, il était plus attaché que jamais à cette fille. Il parlait même de l'adopter. C'était hors de question. L'héritage de Christine ne serait pas sali par cette petite intruse. Valérie y veillerait, par tous les moyens. Stéphane Girard, le détective privé, détestait son métier par moments. C'était un de ces moments. Sur son bureau, un dossier, Chloé Dubois, antécédent. Tout ce qu'il avait trouvé était irréprochable. Trop, même. Sandrine Dubois, une mère courage malgré la pauvreté. Chloé, un parcours scolaire exemplaire, jamais une plainte, bénévole dans des associations. Une sainte. Mais Valérie voulait de la boue, et elle payait pour ça. Stéphane approfondit ses recherches. Il remonta la piste de Sandrine. Et il tomba sur un rapport de police classé, datant de 15 ans, dans une petite ville en Normandie. Il lui fallut 3 jours et quelques arrangements illégaux pour y accéder. Ce qui lui fit froid dans le dos. L'ex-mari de Sandrine, Thierry Dubois, n'avait pas seulement disparu. C'était un criminel violent, impliqué dans le grand banditisme à Marseille. Trafic de drogue, racket. Il avait été condamné à une lourde peine et était mort en prison 3 ans après son incarcération. L'année même où Chloé avait rencontré Léo. Mais ce n'était pas tout. Le pire était dans les procès-verbaux d'interrogatoire. Thierry Dubois était soupçonné de blanchiment d'argent via. Les mains de Stéphane tremblaient. Des programmes immobiliers de Leroy Entreprises. Thierry Dubois était sur le point de faire chanter la société de Nicolas Leroy quand il avait été arrêté. Stéphane s'adossa à son fauteuil. Sandrine était-elle au courant? Chloé? Cette histoire de rencontre providentielle n'était-elle qu'une mise en scène? Il ne pouvait s'y résoudre. Il avait observé Chloé ces derniers jours.
La jeune fille était sincère, bienveillante, et semblait tout ignorer des liens entre son passé et les Leroy. Mais Valérie se moquerait de ces nuances. Elle transformerait cette information en une arme. Stéphane prit une décision qui allait lui coûter cher. Il referma le dossier, effaça toutes les traces numériques et appela Valérie. Rien, mentit-il. La fille est clean, la mère aussi. Il n'y a rien. Le silence de Valérie fut lourd de menaces. Vous mentez. Je vous dis ce que j'ai trouvé. Ou plutôt, ce que je n'ai pas trouvé. Libre à vous de payer un autre détective. Mais vous ne trouverez rien. Il raccrocha et détruisit le dossier papier. Certains secrets, se dit-il, devaient le rester. Chloé Dubois ne méritait pas de payer pour les fautes de son père. Mais Stéphane avait sous-estimé la hargne de Valérie, et ignorait qu'elle avait déjà un second détective sur le coup, moins scrupuleux et mieux informé. Au domaine des Leroy, Chloé était face à un choix cornélien. La santé de sa mère s'était stabilisée, mais ce n'était qu'un sursis. 1 an, tout au plus. Je reste, annonça-t-elle à Nicolas un soir. C'est décidé. J'irai à l'université de Lyon. Je pourrai faire les allers-retours et être là pour maman. Nicolas aurait voulu protester, lui dire qu'elle sacrifiait trop. Mais il lut dans ses yeux la même détermination que 9 ans plus tôt. D'accord, dit-il simplement. Mais promets-moi une chose. Quant à mère. Le moment venu, promets-moi de te laisser pleurer. Et de continuer à vivre. Chloé acquiesça, mais tous deux savaient que c'était un mensonge. Elle n'avait jamais appris à se faire passer en premier. Ce n'était pas dans sa nature. Cette nuit-là, Léo frappa à sa porte. À 12 ans, il était devenu un adolescent dégingandé, au regard vert et grave. « Je ne veux pas que tu ailles à l'université, dit-il sans détour. Je sais, c'est égoïste. Mais je ne veux pas que tu partes. » Chloé le serra dans ses bras. « Je ne pars pas. Je reste. » C'est encore pire, dit-il, la voix étouffée. Tu restes pour ta mère. Parce que tu crois que c'est ton devoir. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Être ici. Pour maman, pour toi, pour ton père. Pour cette famille. C'est tout ce qui compte. Promets-moi une chose, dit Léo, reprenant les mots de son père. Promets-moi que, quoi qu'il arrive, tu n'oublieras jamais que tu as le droit, toi aussi, d'être heureuse. Chloé le promit. Un mensonge de plus. Un sacrifice de plus. C'était sa manière d'aimer. Le second détective de Valérie, Philippe Rousseau, n'avait pas d'état d'âme. Il trouva les dossiers de police. Il fit le lien entre Thierry Dubois et Leroy Entreprises. Et il mit la main sur un élément qui avait échappé à Stéphane Girard. Une lettre. Écrite par Thierry Dubois depuis sa cellule, 3 mois avant sa mort, et envoyée à une ancienne adresse en Normandie. Revenue à l'expéditeur, elle avait échoué dans un dépôt de courrier non distribué. Philippe se la procura par des moyens peu orthodoxes. La lettre était pour Sandrine. Thierry y avouait son intention de faire chanter Nicolas Leroy avec des preuves de malversation. Il y mentionnait un coffre à Marseille contenant les documents compromettants, et joignait la clé. Philippe remit la lettre à Valérie. Elle la lut et relut, un sourire mauvais aux lèvres. La voilà, murmura-t-elle. La preuve qu'elle a tout manigancé. Elle savait que son mari avait de quoi faire tomber les Leroy. Le sauvetage de Léo n'était qu'un prétexte. Philippe secoua la tête. La chronologie ne tient pas. Thierry Dubois est mort avant la rencontre. Sandrine n'a jamais pu recevoir cette lettre. Ce détail, on le garde pour nous. Les yeux de Valérie brillaient de cruauté. On montre le reste à Nicolas. On laisse le doute s'installer. Il remettra tout en question. Hasard ou manipulation? Ce n'est pas une preuve. La fille est innocente. Cette fille est une anomalie. Mon neveu mérite une vraie famille, pas une mendiante. Philippe empocha son argent et partit, écœuré. Il avait fait bien des sales coups, mais s'attaquer à une adolescente le laissait avec un goût amer. Le soir même, Valérie se présenta chez Nicolas, un dossier à la main. Il faut qu'on parle du père de Chloé. Nicolas se méfia aussitôt. Qu'y a-t-il? Valérie étala les documents, les casiers judiciaires,
le lien avec le roi entreprise, la lettre. Elle fit un exposé clinique, omettant volontairement la chronologie qui aurait disculpé Sandrine. Je ne dis pas que Sandrine a tout orchestré, dit-elle d'un ton faussement compatissant. Mais tu ne trouves pas la coïncidence troublante? Son mari enquêtait sur toi. Des années plus tard, sa fille trouve ton fils. Ne crois-tu pas que tu mérites la vérité? Nicolas était abasourdi. Il voulait la chasser. Mais un doute, un poison lent, commençait à s'infiltrer. Ça ne prouve rien, dit-il. Thierry Dubois est mort avant qu'ils ne se rencontrent. Sandrine n'a pas pu monter ce coup. Peut-être pas consciemment. Mais si elle s'était renseignée sur toi? Si elle avait reconnu Léo? Et si tout n'était pas si innocent? Dehors. La voix de Nicolas était glaciale. Sors d'ici, et ne reviens plus. Valérie partit, le sourire aux lèvres. La graine était semée. Il suffisait d'attendre. Mais elle avait fait une erreur de calcul. Elle avait sous-estimé l'amour de Nicolas Leroy pour Chloé Dubois. Et elle avait oublié que le véritable amour ne cède pas au premier soupçon. Nicolas resta des heures dans son bureau, à contempler les documents. Il revit 9 années de la vie de Chloé. 9 années de bonté, de dévouement, de loyauté. 9 années où elle était devenue sa fille. Non. C'était impossible. Le lien entre son père et sa société n'était qu'une coïncidence. L'alternative que l'amour de Chloé soit un calcul, que Sandrine soit une manipulatrice était impensable. Il jeta les documents au feu, comme Sandrine l'avait fait des années plus tôt. Mais le mal était fait. Les mots de Valérie le hantaient. Et la nuit, l'insomnie le tenaillait, avec cette question, quels autres secrets les femmes Dubois lui cachaient-elles? Une fois brisée, la confiance est difficile à restaurer. Et Valérie le savait. Sandrine Dubois s'éteignit un mardi de novembre. Chloé lui tenait une main, Nicolas l'autre. Ses derniers mots furent « Prenez soin de ma fille ». Les funérailles furent intimes. Chloé se tenait entre Nicolas et Léo, le visage impassible. Elle ne pleurait pas. Elle ne le pouvait pas. Si elle commençait, elle ne s'arrêterait plus. Après la cérémonie, Chloé s'isola dans le gîte. En rangeant les affaires de sa mère, elle découvrit une boîte, dissimulée au fond d'un placard. À l'intérieur, des papiers, des lettres, et un journal intime. Assise par terre, Chloé commença à lire. Et son monde s'effondra. Sa mère savait. Pas pour le chantage, la lettre n'étant jamais arrivée. Mais elle savait que son ex-mari avait enquêté sur Nicolas Leroy. Elle connaissait le lien entre leur passé et leur bienfaiteur. Les pages du journal étaient un cri de douleur. J'ai reconnu son nom. Leroy. Le nom qui obsédait Thierry. Mais Chloé était innocente. Elle a sauvé cet enfant par pure bonté. Dois-je tout dire à Nicolas? Lui avouer que mon défunt mari voulait le détruire? Cela anéantirait tout. J'ai décidé de me taire. Ce lien ne veut rien dire. Thierry est mort. Chloé est innocente. Nous avons droit à cette chance. Mais la culpabilité me ronge. Valérie est revenue. Elle pose des questions. Elle se doute de quelque chose. Je dois protéger Chloé. Protéger notre famille. Mais comment protéger les siens de la vérité? Le journal s'arrêtait là. Mais il y avait une dernière lettre, adressée à Chloé. Ma Chloé chérie, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Et que tu as découvert le secret que je n'ai pas eu le courage de te dire. Ton père a voulu faire chanter les Leroy. Je ne l'ai appris qu'une fois installé ici, et il était trop tard pour parler. Sache une chose, tu n'as rien à te reprocher. Ta bonté ce soir-là était sincère. Ton amour pour Léo et Nicolas est sincère. Rien de tout cela n'est souillé par les fautes de ton père ou par mon silence. Mais je crains que Valérie ne sache. Et qu'elle s'en serve pour te nuire, pour semer le doute dans l'esprit de Nicolas. Si cela arrive, sois forte. Assume qui tu es. Tu n'es pas la fille de ton père. Tu es ma fille. Et tu mérites tout le bonheur du monde. Si Nicolas te rejette, mon cœur sera brisé, même dans la mort. Mais je comprendrai. La trahison, même involontaire, laisse des cicatrices.
Sois courageuse, mon trésor. Et ne regrette jamais ton cœur immense. Je t'aime, maman. Chloé serra la lettre contre sa poitrine. Si Nicolas te rejette. On frappa à la porte. C'était Nicolas, le visage défait. Valérie vient de m'envoyer un email. Avec des documents sur ton père. Sur le chantage. Le lien avec ma société. Le cœur de Chloé cessa de battre. Nicolas, je. Le savais-tu? Non. Je viens de l'apprendre. Dans le journal de maman. Elle lui tendit les papiers, tremblante. Je te jure que j'ignorais tout. Quand j'ai trouvé Léo, je ne savais pas qui il était. J'ai juste vu un enfant qui avait peur et froid. C'est tout. Je te le jure. Nicolas la regarda. Vraiment. Il lut la vérité dans ses yeux, la peur, le désespoir. Mais il vit aussi 9 ans d'amour et de loyauté. Valérie avait misé sur le doute. Elle avait oublié que Nicolas Leroy était un homme d'instinct. Et son instinct lui hurlait que Chloé était sincère. Je te crois, dit-il. Chloé s'effondra en sanglots. Un mélange de chagrin, de soulagement et de peur. Nicolas s'agenouilla et la prit dans ses bras. Je te crois, ma chérie. Et rien ne changera jamais ça. Mais mon père. Les fautes de ton père ne sont pas les tiennes. Ta mère a gardé le silence par peur, pas par méchanceté. Et toi, tu es celle que j'ai toujours connue. Ma fille. Valérie va me détruire. Quel essai. La voix de Nicolas était dure. Elle verra ce qu'il en coûte de s'attaquer à ma famille. Le lendemain, Valérie recevait une mise en demeure de ses avocats et se voyait interdire de voir Léo sans la présence de Nicolas. Son plan s'était retourné contre elle. Mais le mal était fait. Chloé se replia sur elle-même, hantée par le passé de son père et le secret de sa mère. Léo la retrouva une semaine plus tard sur la balançoire du jardin. « Tu es ma sœur, dit-il. Rien ne changera ça. Ni Valérie, ni ton père, rien. » Chloé le regarda. Ce garçon, presque un homme, son roc depuis 9 ans. Et si je ne méritais pas cette famille? C'est la chose la plus bête que j'ai jamais entendue. Il s'assit près d'elle. Tu m'as donné ta veste alors que tu n'avais rien. Tu as été là à chaque fois que j'avais besoin de toi. Personne ne mérite plus cette famille que toi. Ton père aurait pu me chasser. Arrête. Il lui prit les mains. Papa t'aime. Je t'aime. On est une famille. Point final. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, Chloé se permit d'y croire. 6 mois passèrent. Chloé fêta ses 15 ans. Encouragée par Nicolas, elle consulta un psychologue pour l'aider à surmonter son deuil et le traumatisme de la révélation. Lentement, elle se reconstruisit. Nicolas tint sa promesse. Un matin d'avril, Chloé Dubois devint officiellement Chloé Leroy. Le nom lui semblait étrange, et pourtant si juste. Tu n'étais pas obligé, dit-elle en sortant du tribunal. Si. Nicolas s'arrêta. Chloé, comprends bien. Tu n'es pas mon œuvre de charité. Tu es ici parce que tu es ma fille. Les papiers ne font qu'acter une vérité qui existe depuis des années. Des larmes de joie coulèrent sur les joues de Chloé. À la maison, Léo l'accueillit par une accolade. Maintenant, tu es ma sœur pour de vrai. Tu ne pourras plus jamais te débarrasser de moi. La vie reprit son cours. Chloé brilla à l'université de Lyon, en travail social. Elle voulait aider les enfants qui, comme elle, avaient connu la précarité. Elle s'investit dans des associations, parrainant des jeunes en difficulté. Chaque semaine, elle reprenait le vieux vélo de sa mère et sillonnait Lyon pour distribuer des repas chauds aux sans-abri. Sa réponse était toujours la même, parce que tout le monde mérite qu'on le voie. Le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère, elle se rendit sur sa tombe, accompagnée de Nicolas et Léo. « Tu me manques, maman, murmura-t-elle. Mais tout va bien. Tu serais fière de nous. » En partant, elle reçut un email. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nicolas. « Une femme. Isabelle Girard. » Elle dit. La voix de Chloé se brisa. « Quelle est la sœur de mon père ? » Ma tante.
Elle a lu un article sur mon adoption et veut me rencontrer. L'instinct protecteur de Nicolas se réveilla. Tu n'y es pas obligé. Si. La voix de Chloé était ferme. J'ai besoin de comprendre cette partie de moi. Pas pour pardonner. Pour comprendre. Maman n'en parlait jamais. Peut-être qu'il y a des gens bien dans cette famille. Des cousins, des oncles, qui ne sont pas définis par ces crimes. La rencontre eut lieu 2 semaines plus tard, dans un petit bistrot tranquille. Isabelle Girard était une femme menue, la cinquantaine, avec le même regard bienveillant et les mêmes cheveux blonds que Chloé. Elle avait apporté des photos. Des photos de Thierry Dubois enfant. Il n'a pas toujours été cet homme, dit-elle doucement. C'était mon grand frère. Il me protégeait. Mais l'addiction l'a détruit. Je ne l'excuse pas. Mais je voulais que tu saches qu'il a été humain, un jour. Chloé regarda les photos de ce garçon souriant qu'elle ne connaîtrait jamais. Son père. Un inconnu. Merci, dit-elle. D'être venu. De m'avoir montré ça. Tu ressembles à notre mère, dit Isabelle, les yeux humides. Elle t'aurait adoré. En découvrant cette nouvelle famille, avec ses parts d'ombre et de lumière, Chloé sentit une autre blessure se refermer. Elle n'était pas définie par les crimes de Thierry Dubois, mais elle n'avait plus besoin de nier cette part d'elle-même. Nicolas la trouva ce soir-là dans la bibliothèque. Ça va? Oui. Je crois. Elle leva les yeux vers lui. J'ai eu si peur d'avoir hérité de sa part de noirceur. Mais je réalise que je ne suis pas lui. Je suis la fille de ma mère. Je suis ta fille. Et c'est à moi de choisir qui je veux être. Nicolas s'assit près d'elle. Tu as déjà choisi. Et tu as toujours choisi la bonté. Je veux honorer la mémoire de maman, dit Chloé. J'ai une idée. Créer une fondation pour aider les familles touchées par la maladie, comme tu nous as aidés. Pour qu'aucun enfant n'ait plus à vendre des crêpes pour soigner sa mère. Le sourire de Nicolas était plein de fierté. C'est une idée magnifique. On l'appellera l'espoir de Sandrine. L'été arriva, et avec lui, un nouvel équilibre pour la famille Leroy. Chloé allait mieux. Léo s'épanouissait. Et Nicolas avait trouvé la paix, en honorant la mémoire de sa femme non pas en la remplaçant, mais en ouvrant à nouveau son cœur. Mais la vie réserve toujours des épreuves, même lorsque l'on se croit à l'abri. Et la plus grande était encore à venir. 7 ans plus tard, Chloé Leroy était sur la scène du Palais des Congrès de Paris, face à plus de 2000 personnes. À 22 ans, diplômée avec les honneurs, elle dirigeait la fondation L'Espoir de Sandrine, qui avait déjà aidé plus de 500 familles. Ce soir, c'était le gala annuel, et elle allait raconter son histoire. Au premier rang, Nicolas et Léo, 19 ans, l'écoutaient, émus. Bonsoir, commença Chloé, la voix claire. Ce soir, je veux vous raconter la véritable origine de cette fondation. Elle n'est pas née de statut ou de levée de fonds, mais d'une soirée de novembre, il y a 15 ans, et du choix d'une petite fille. Le silence se fit. J'avais 7 ans. Je vendais des crêpes pour payer les médicaments de ma mère. J'avais faim, j'avais froid. Et j'ai vu un petit garçon de 5 ans, seul et tremblant. Des dizaines de personnes sont passées sans le voir. Mais moi, je me suis arrêté. Sa voix se brisa. Je lui ai donné ma veste. J'ignorais son nom, ou qu'il était le fils d'un des hommes les plus riches de Lyon. Je savais seulement qu'il avait besoin d'aide. Ce petit garçon, c'était Léo Moreau. Et son père, Nicolas, est l'homme qui m'a sauvé la vie. Des murmures parcoururent la salle. Depuis 15 ans, Nicolas est mon père. Il a offert à une enfant démunie une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Il m'a appris qu'un simple geste de bonté peut changer le cours d'une existence. Elle chercha le regard de Nicolas. Ce que peu de gens savent, c'est que mon père biologique était un criminel qui a tenté de faire chanter la société de Nicolas. Quand je l'ai appris, j'ai cru que tout était fini. Que les fautes d'un père que je n'ai pas connu allaient détruire la famille que j'aimais. Mais Nicolas m'a regardé et m'a dit, « Les fautes de ton père ne sont pas les tiennes. Il a choisi l'amour. Il m'a choisi. » Les larmes coulaient sur les joues de Nicolas. Léo lui passa un bras réconfortant autour des épaules. « Ce soir, j'ai une annonce à faire, poursuivit Chloé,
la voix plus assurée. La Fondation L'Espoir de Sandrine lance un nouveau programme, Deuxième Chance, pour aider les enfants de parents incarcérés. Des enfants qui portent un fardeau qui n'est pas le leur. Parce que je sais ce que c'est d'être jugé pour les erreurs d'un autre. Et je sais la chance que c'est quand quelqu'un voit au-delà. Les applaudissements fusèrent. Encore une chose. Papa, Léo, rejoignez-moi. Surpris, ils montèrent sur scène. Chloé les étreignit. Il y a 15 ans, j'ai donné ma veste à un petit garçon parce que c'était la seule chose à faire. C'était facile. Ce qui a suivi, la construction de notre famille, a été plus difficile. Il a fallu de la confiance, du pardon, du courage. Elle les regarda. Nicolas, tu m'as appris que la famille n'est pas une affaire de sang, mais de choix. Le choix d'aimer, chaque jour. Léo, tu m'as appris que l'amitié véritable ignore les barrières. Tu as été mon ancre, mon frère. Elle se tourna vers le public, la voix vibrante. On nous apprend à être indifférents, à nous protéger. Mais je suis là ce soir parce qu'il y a 15 ans, j'ai refusé de passer mon chemin. Et ce geste a sauvé 2 vies, la sienne, et la mienne. L'ovation fut triomphale. Mais Chloé n'entendait rien. Elle était blottie dans les bras de son père et de son frère, la famille qu'ils avaient bâtie sur un acte de bonté. Plus tard, dans le jardin du domaine, sous le grand chêne, témoin de leur histoire, le silence s'était fait. « Je suis fier de toi, dit Nicolas. Ta mère serait si fière. » Les deux, ajouta Chloé. Maman Sandrine, et Christine. Je pense à elle, parfois. La mère de Léo. J'espère que j'honore sa mémoire, elle aussi. Les yeux de Nicolas s'embuèrent. Chaque jour, ma chérie. Léo, allongé dans l'herbe, regardait les étoiles. Tu y penses, à cette nuit-là? Si tu avais continué ta route? Chloé y pensait souvent. Je pense qu'il est facile de se dire que quelqu'un d'autre s'en chargera. Mais je pense aussi qu'un seul choix, un seul regard, a créé tout ça. Notre famille. C'est fou, dit Léo. Toutes ces coïncidences. Moi qui m'enfuis, toi qui es là, papa qui nous retrouve. Peut-être que ce n'est pas une coïncidence, dit Nicolas. Peut-être que certaines rencontres sont écrites. Que l'univers nous guide. Chloé posa sa tête sur l'épaule de son père. Je ne crois pas au destin. Je crois au choix. J'ai choisi de m'arrêter. Tu as choisi de me faire confiance. Nous nous sommes choisis, chaque jour. Ce n'est pas le destin. C'est l'amour. Papa, reprit Léo. Tu te souviens, quand je t'ai demandé si Chloé serait avec nous pour toujours? Je me souviens. Tu avais 8 ans. Tu as répondu pour toujours et à jamais. Et je t'ai cru. Et je te crois toujours. Chloé sourit, les larmes aux yeux. Pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais, répéta Nicolas, serrant ses 2 enfants contre lui. Sous les étoiles, Chloé pensa à la petite fille qu'elle avait été. Elle n'aurait jamais pu imaginer ce moment. Elle pensa à sa mère, Sandrine, qui s'était embattue. À son père biologique, Thierry, dont la sœur, Isabelle, lui avait offert une forme de paix. Et elle pensa à Nicolas et Léo, qui lui avaient prouvé que la famille n'est pas un lien de sang, mais un lien de cœur. 3 semaines plus tard, Chloé était devant un immeuble délabré de Lyon. Une petite fille de 8 ans vendait des bracelets sur le perron. Même vêtements usés, même regard déterminé. Chloé se reconnut en elle. « Bonjour, dit-elle en s'accroupissant. Ils sont très jolis, tes bracelets. » La fillette hocha la tête. « C'est 2 euros. C'est pour les médicaments de ma maman. » Chloé sortit un billet de 100 euros. « Je les prends tous. Garde la monnaie. » Les yeux de la petite s'écarquillèrent. « Je n'ai pas la monnaie. » Ce n'est pas grave. C'est pour vous. Chloé attacha un bracelet bleu à son poignet. Comment tu t'appelles? Manon Petit. Manon, ce que tu fais pour ta mère est admirable. Mais tu es une enfant. Tu mérites aussi qu'on prenne soin de toi. Manon serra le billet. Chloé lui tendit une carte de visite. C'est ma fondation, l'Espoir de Sandrine. Appelle-nous demain.
On peut vous aider. D'accord, madame. Merci. En repartant, Chloé reçut un SMS de Léo. T'es où? Papa a besoin de renfort pour me faire manger mes haricots verts. Chloé sourit. J'arrive à la maison. Dis-lui que la police des légumes est en route. La maison. Ce mot la réchauffait. Ce n'était pas le luxe, ni l'argent. C'étaient les blagues de Nicolas en cuisine, la loyauté de Léo. C'était la famille qu'ils avaient choisie. La vie qui avait commencé par un simple geste de compassion. Il y a 15 ans, une petite fille avait donné sa veste à un petit garçon. Elle ignorait que ce geste allait changer sa vie, créer une famille, une fondation, et lui permettre d'aider des centaines d'autres. Elle savait juste que quelqu'un avait besoin d'aide. Et au fond, c'était tout ce qui comptait. En roulant vers la maison, vers ce qu'elle aimait, Chloé remercia le ciel pour les deuxièmes chances, pour les familles de cœur, pour les ricochets de la bonté, et pour cette soirée de novembre où 2 enfants brisés s'étaient trouvés et avaient bâti un avenir sur les ruines de leur passé. Certaines rencontres changent une vie. Certains gestes de bonté résonnent pour l'éternité. Ceci était une de ces histoires. Et elle ne faisait que commencer.